Et on va commencer par le plus important. Merci à toutes et à tous. Ça fait toujours plaisir. Ça fait un joli amphi. Je peux dire comme la dame tout à l'heure du département, ça me rajeunit aussi d'être devant un amphi de ce côté-là. Mais il y en a qui dorment toujours au premier rang. Ça n'a pas changé. Et par avance, vous êtes suivant si vous êtes positif ou négatif, c'est une première ce talk. Donc soit vous pensez que vous bénéficiez de quelque chose de tout nouveau, soit vous essuyez les plâtres. On va voir comment ça se passe. Rapidement, je m'appelle Thierry Chantier, je travaille aujourd'hui chez OVH Cloud comme développeur advocate. Si vous me cherchez quelque part, c'est souvent avec Titimobi, vous allez me trouver sur les réseaux sociaux, peu importe, notamment si vous avez des questions après. Il faut jamais hésiter à me contacter. Si je fais tout ça, c'est parce que j'aime bien partager plein de choses. Notamment, je vous conseille, faites comme moi, participez à des associations qui font découvrir le numérique aux enfants. D'abord, ça servira à quelque chose, et vous, je vous promets, vous allez apprendre plein de trucs, notamment l'humilité, c'est toujours bon à prendre. On va attaquer tout de suite, et moi, je suis plus vieux que Wikipédia, mais je peux pas vous amener une encyclopédie à chaque fois, ça le fait pas. Mais depuis que j'ai donné des cours, j'essaie de toujours montrer un parallèle, vous allez tout de suite voir où je vais aller. Et waouh, c'est toujours moi, Wikipédia, j'adore. Alors paradoxalement, il y a à peu près tout dans cette définition. On va faire en sorte, en un peu moins de 50 minutes, de détailler un petit peu tout ça. Le premier truc à noter, c'est que personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire TUI. Donc vous prenez la définition qui vous arrange en termes d'acronyme. Moi, j'utilise Textual User Interface. Et vous allez voir, c'est parce que je suis biaisé. Un des frameworks que j'aime utiliser avec Python s'appelle Textual. Mais c'est tout. Il n'y a pas de raison particulière. On notera quand même les points importants dans cette définition de Wikipédia. C'est que tout ce qui va être TUI va occuper la totalité de l'écran, ou en tout cas devrait pouvoir occuper la totalité de l'écran, et ça va au-delà du traitement que permet déjà une CLI, qui est généralement le premier besoin avant d'arriver à une TUI. Parce que j'ai fait des cours il y a pas longtemps et que j'aime bien mettre un coup de ChatGPT pour montrer aux étudiants que moi aussi je peux utiliser ChatGPT. Moi aussi je peux produire un énorme texte qui veut pas forcément dire exactement ce que je veux raconter, mais c'est toujours waouh. Et il y a quand même un point important qu'il faut rajouter sur les TUI, c'est que c'est entièrement basé sur toutes les normes autour des terminaux, on va en reparler, et tout ce qui va être l'encodage de caractères et l'utilisation de couleurs. Waouh, une interface avec des couleurs, ça part bien. Ma définition à moi, elle n'est pas compliquée du tout. C'est tout ce qui va me permettre, pour moi, d'utiliser pleinement mon terminal quand je suis dans une situation où j'ai pas envie de quitter l'environnement où je suis, ou alors j'ai pas le choix. Ça peut arriver aussi. Bienvenue à tous ceux qui se connectent régulièrement juste avec un petit point SSH sur un bastion où il y a rien, il y a une petite application TUI, ça peut vous sauver la vie, et l'idée c'est de pouvoir fournir les informations d'une manière un petit peu plus sympa. Vous allez tout de suite voir de quoi on parle. Mais, et c'est là peut-être où je me suis un petit peu gouré quand je me suis lancé dans ce talk, en le faisant, je me suis rendu compte que j'aurais pu en faire deux en fait. Ne faites pas comme moi, ne soyez pas curieux à ce point, parce que j'ai failli faire un truc juste sur l'histoire de l'interface homme-machine, mais c'est un sujet passionnant. Comme je suis de la région lyonnaise, je vais commencer par un truc qui a commencé dans la région lyonnaise, les canuts et leur métier à tisser, qui faisait beaucoup de production de soieries, mais aussi de tissus, de tapis, ils faisaient pas mal de choses dans ce genre-là, avec des métiers à tisser où c'était assez complexe, puisqu'il y avait le premier opérateur qui faisait passer une navette, et il y avait toujours un deuxième opérateur qui bougeait les différents fils des différentes couleurs pour faire le motif qu'on cherchait à produire. Donc ça s'appelait les tireurs de lac, et c'était souvent des enfants, c'était pas un boulot génial. Jacquard est arrivé en disant qu'il allait... bien sûr, avec la meilleure intention du monde, pas du tout chercher à augmenter la productivité, mais bien sûr rendre la vie des enfants plus simple. Il a inventé, il a synthétisé un certain nombre d'inventions qui étaient avant lui déjà présentes, mais en tout cas, c'est les premiers cas d'utilisation d'un objet, en l'occurrence une carte perforée, pour donner des instructions à une machine, en l'occurrence le métier à tisser. Donc ça démarre 1801, ça fait toujours bien de mettre des dates. Je garde la continuité. Là, pour moi, la continuité, c'est le côté instruction perforée. Là où, pour le métier Jacquard, l'idée, c'était les premières idées de l'homme peut donner des instructions qui vont être comprises d'une certaine manière par une machine, aussi simple ou complexe, suivant où vous vous placez, pour un métier à tisser. Les évolutions qui vont nous intéresser là, ça va être toute la partie télégraphe.
Donc évidemment, je pense que vous connaissez toutes et tous, a priori, Monsieur Morse, mais il n'était pas le seul, il y avait d'autres inventeurs à l'époque. Et leur idée, c'était, avec le premier appareil que vous avez en dessous, de transmettre des petits signaux, long court, long court. Vous avez sûrement tous vu ça dans des films. Et le truc intéressant, c'est que de l'autre côté du fil, une machine était capable de retranscrire ça sur un ruban. Et donc c'était aussi une forme d'encodage de l'information. Donc ce coup-ci, l'entrée, l'input, c'était la petite manivelle, et l'output, qui va nous intéresser rapidement, c'était ce ruban. Si je vous parle du télégraphe, c'est parce que juste derrière, il y a une deuxième invention et un petit événement un peu particulier. En 1890, c'était un gros recensement pour les États-Unis, et là où c'était un recensement avec des gens bien sûr porte à porte, hein, mais qui allaient récolter plein de papiers. Après, pour collecter tout ça, c'était un enfer pour avoir des statistiques. Il y a eu l'idée de chercher à utiliser la carte perforée pour stocker de l'information qui serait consultable après coup par différents moyens. Et pour la petite histoire, c'est la naissance de plusieurs choses qui vont nous concerner directement. Cette carte avec 80 colonnes, donc ceux qui ont déjà utilisé de vieux terminaux savent ce que ça peut représenter, ça vient de là. Et surtout, c'est la naissance d'IBM. C'est les premiers pas de ce qui va devenir Unisys. Et j'ai oublié la troisième structure qui est née à cette époque et j'ai pas mes notes. Tant pis, je vous le dirai après à la fin, on vérifiera. Et c'est surtout le moment où là on avait besoin d'une information, il allait falloir rendre une information texte au final, la réinterpréter. Donc l'encodage, décodage, c'est là où on a commencé à mettre au point différents encodages. Je vous ai mis les trois principaux. Les deux premiers, il faut déjà être un peu plus avec des poils gris dans la barbe ou dans les cheveux, mesdames. Le BCDIC et le BCD, si vous avez fait du mainframe, vous en avez mangé à un moment donné. Et puis l'ASCII est né aussi à cette période. Tous ces enchaînements, finalement, vont arriver à un appareil qui va être super important, qui s'appelait initialement le télétype, mais le télétype c'est une marque. C'est un peu comme quand on parle, vous savez, frigidaire, tout ça. Le vrai mot de l'objet c'était téléscripteur, mais vous allez retrouver les deux, et surtout le télétype c'était le premier moyen d'avoir un clavier proche de l'alphabet que l'être humain utilise, et d'avoir une interaction. En l'occurrence, au départ c'était juste du stockage d'informations, et après on avait un retour d'information par le biais d'une imprimante qui savait transcrire ce qui se passait entre les deux. On s'est mis à l'utiliser pour transmettre entre des sites distants, un peu comme le télégraphe, de l'information. Il faut savoir que la norme Telex, elle est née juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle était en service jusqu'en 2017, j'ai découvert, je ne savais même pas, mais il y avait encore effectivement une activité autour de certains téléscripteurs qui tournaient encore sur cette norme. Le gros de l'activité, c'est quand même fin des années 60 jusqu'au début des années 90, où il y avait beaucoup d'usage de cette norme. Le petit acronyme TTY que vous avez sûrement vu dans une machine si vous êtes penché sur ce qu'il y a dans /dev d'une machine Unix ou POSIX. Et puis, je vous ai remis le fait que l'encodage, là, il est encore plus important pour ce type d'usage. Quand on s'est mis à brancher le téléscripteur sur les premiers mainframes, alors je vous passe l'historique des premiers ordinateurs, hein, mais je vous promets, je reviendrai avec un talk complet là-dessus, c'est trop passionnant. Il y a eu l'idée quand même, dans le début des années 60, de créer quelque chose qui était plus en rapport avec ce que les gens avaient déjà dans les foyers, la télé. Donc on s'est dit que représenter sur un écran, au lieu d'avoir cette interaction entre un clavier du téléscripteur et puis une impression permanente, là, on pouvait commencer à avoir une interaction puisqu'on allait avoir un écran. Et c'est l'invention par DEC du VT100. VT100, c'est pareil. Si vous avez touché au monde des terminaux, vous avez dû le voir au moins une fois. C'est une des normes qu'il faut implémenter quand vous faites un terminal ou quand vous faites un shell, quand vous faites ce genre d'outils. Donc voilà. Là, évidemment, quand on va arriver dans les années 80, 90, vous avez... alors j'ai mis un peu dans le désordre, hein, macOS... GEM qui était l'environnement chez Atari. J'ai malheureusement perdu le nom chez Amiga. Pareil, il y avait un environnement équivalent. J'ai mangé le nom, je suis désolé. Les premiers Windows, inévitablement. Moi, dans ce qui m'a marqué dans les interfaces, bon, les systèmes d'exploitation aussi, mais les interfaces, c'était l'arrivée d'Ubuntu, qui a quand même changé pas mal de choses. À titre personnel, je suis un grand fan de la partie, en tout cas, UI de macOS. Le reste, c'est un autre sujet. Et puis l'avenir, j'en sais rien, je suis pas devin. Est-ce qu'il y aura de la réalité virtuelle? Est-ce que Tom Cruise va pouvoir enquêter sur des crimes futurs? Est-ce qu'on sera tous dans le cloud? On n'est pas obligé, hein, on peut s'en passer.
Non, il faut y aller. En tout cas, derrière, le besoin du terminal n'a pas disparu pour autant. C'est pas, je pense pas à vous, je vais l'apprendre, surtout si vous venez vous intéresser à ce talk, mais il y a quand même beaucoup de cas où vous êtes dans un terminal, donc une interface terminale, une CLI, forcément, ça doit vous parler. Mais aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Alors là, je vous ai mis un premier exemple. C'est K9S. Si vous êtes dans le monde de Kubernetes, je vous conseille. Je suis un grand débutant depuis à peine 2 ans, depuis que j'ai rejoint Aurélie VH, coucou, qui a su me convaincre de mettre les pieds dans l'univers Kubernetes. Ça faisait beaucoup de choses à comprendre d'un coup. Et ce genre d'outil m'a permis d'avoir une première vision un peu plus globale. Et après, promis Aurélie, j'ai fait l'effort d'apprendre les kubectl qui allaient derrière. Mais c'est le genre d'outil où ça peut être sympa quand vous voulez analyser un problème. Il y a pas mal de plugins pour surveiller un petit peu sans aller jusqu'à mettre en place un monitoring complet. Donc ça peut être pas mal. Et le genre d'outil que j'utilise, je vous en ai mis juste 2. Il n'y en a pas une succession infinie, on va avoir du code juste derrière. Ça, c'est un des derniers que j'ai trouvé. Ça s'appelle Posting, posting.sh, le site. Et l'idée, c'est de faire l'équivalent de Postman, mais dans votre terminal. Donc il y a d'autres produits que Postman qui permettent de gérer tout ce qui va se passer avec une API. Vous pouvez préparer à l'avance des jeux de test, des collections de get, de put, de let, de tout ce que vous voulez tester. C'est pas aussi complet parce que c'est beaucoup plus jeune, mais pour certains cas, je trouve ça bien pratique d'avoir juste ma petite batterie, elle est prête, je finis de coder, je lance ça dans le terminal et zou. Donc aujourd'hui, c'est le genre d'interface qu'on est capable de faire avec les outils qu'on va voir tout de suite. Et du coup, la question suivante, et je pense que vous êtes venus en partie pour ça, si je veux coder mon outil de TUI, alors déjà c'est une très bonne idée, parce que vous allez apprendre plein de trucs, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je commence par mon plus grand désespoir personnel, et celui de Stéphane aussi, avec qui je travaille, qui est l'écosystème Java. Je suis issu en grande partie de cet écosystème, j'ai beaucoup développé en Java pendant longtemps. Aujourd'hui, la phase CLI est plutôt bien gérée avec un framework qui s'appelle Picocli. Je vous ai mis un petit lien là, le QR code. Vous aurez tout à la fin, vous inquiétez pas. C'est la version de ce talk de Stéphane sur Picocli. Il explique comment faire une CLI avec alors Java, Quarkus, GraalVM pour arriver jusqu'à un binaire sur votre machine et votre système d'exploitation. Cette couche fonctionne très bien. Maintenant, pour la partie TUI, eh ben, c'est pas ça. Il y a eu plusieurs tentatives. Je dirais que là, je vous ai mis le projet le plus proche de quelque chose qui pourrait enfin servir à grande échelle, mais il est un petit peu, ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge un peu. Ça s'appelle Lanterna. Voilà. Je vais pas vous en montrer parce que c'est quand même, c'est pas sec. On va pas se mentir. Il manque pas mal de choses. Par contre, là, je vais vous montrer tout de suite derrière des exemples dans l'écosystème Python. Alors pourquoi Python? C'est juste un langage avec lequel je suis familier. Spoiler, il n'y a pas de mauvais langage, il n'y a pas de mauvais framework. Il en faut pour tout le monde. Typer va être l'outil qui vous permet de mettre au point la partie CLI. Vous savez, gérer le fait que vous ayez des arguments, des paramètres, des options, ce genre de choses. De manière assez sympa. C'est fait, pour la petite histoire, par le mainteneur principal de FastAPI, qui est l'outil, le framework pour faire des API dans le monde Python, qui est quand même plutôt connu. Et on retrouve la même logique d'annotation, vous allez voir, c'est assez sympa. Et Textual, qui lui est vraiment la brique sur la partie TUI. Alors Textual plus, derrière vous le voyez pas immédiatement, mais il y a une librairie qui s'appelle Rich, qui peut être utilisée juste dans les CLI si vous voulez pas aller jusqu'à la TUI, qui permet de manipuler en Python la position sur l'écran, les couleurs, ce genre de choses, l'interaction clavier, enfin tous les outils dont vous avez besoin. Ça, je vais vous montrer ça juste derrière. Pour l'écosystème Go, vous allez avoir Cobra sur la partie CLI, donc c'est un des trucs, je pense, qui a fait le succès aussi de Go. D'être capable de faire aussi, de manière assez agréable, une CLI. Vous allez pouvoir faire des builds pour plein de plateformes, donc c'est quand même vachement pratique. Et par-dessus, je vous ai mis un des projets de la société Charm, je crois. Charm SH, oui, c'est ça le nom de leur site. Et BubbleTea, c'est la facette qui représente l'aspect TUI. Mais vous avez plein de librairies aussi pour soit de la coloration, ils ont plein de trucs, ils ont un bastion SSH qui est super sympa à utiliser. Et chacun de leurs outils et leurs produits est bien sûr basé sur une TUI, l'idée étant de montrer ce qu'on peut faire avec dans des produits. Le dernier écosystème, c'est celui que je connais le moins, on va être franc, je vais vous montrer quand même du code, mais mon exemple est moins avancé, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai pas encore mis assez de temps dans Rust, j'ai rien contre. La partie CLI est plutôt bien gérée avec la partie clap, ça tourne bien ça. Enfin, ce que j'en ai essayé, ça, j'ai pas été trop perdu, ça va bien.
Et la partie, alors j'aime bien, moi je dis ratatouille, on s'en fout, je sais pas comment c'est prononcé, mais vu qu'ils en jouent, autant y aller carrément. C'est ultra performant, mais c'est pas complet, c'est plus jeune, comme beaucoup de choses dans l'écosystème Rust, mais à la vitesse où tout cet écosystème avance, j'ai pas d'inquiétude. S'il y a du Rust en production, je vois pas pourquoi il y aurait pas de l'ATU au même niveau, donc je suis pas inquiet sur la qualité de ce qui va être produit, et je vous montrerai un exemple très simple pour pas que je me perde dans la partie Rust, mais ça fonctionne. Si vous êtes dans l'écosystème Rust, vous pouvez y aller, clap, ratatouille, vous avez déjà 2 outils, ça peut y aller. Donc j'ai assez parlé, ou plutôt non, je vais continuer, mais on va peut-être montrer un peu de code aussi. Hop, non seulement je m'assois, mais je mets mes lunettes, ce qui prouve que les cheveux blancs, c'est pas une illusion. Le petit repository là, c'est là où je mets les exemples à la fois. Alors, je vais m'asseoir sur le micro, ce qui n'est pas une bonne idée. Hop. Il y a des exemples sur tous les langages et tout ce que je vais vous montrer là, mais c'est aussi l'endroit où moi j'expérimente un peu, donc je vais y rajouter. Je vais essayer de faire une espèce de release qui représentera ce que vous avez vu aujourd'hui, comme ça vous ne serez pas perdu. Et je pense que je vais l'enrichir parce que j'ai découvert plein de choses, notamment, promis, je vais me mettre à bosser mon Rust pour aller plus loin là-dedans. Hop, on va passer. Donc au passage, il n'y a pas de mauvais langage, il n'y a pas de mauvaise IDE. Moi j'utilise VS Code pour une raison très simple, c'est que du même endroit, je vais pouvoir gérer plusieurs langages. Je sais, on peut faire pareil avec IntelliJ et tout, mais je suis plus PyCharm parce que je fais du Python et je connais moins les outils de IntelliJ, mais évidemment, utilisez l'outil qui vous correspond. Et si c'est AVI, j'ai un de mes collègues qui fait ça très bien. Vous pouvez monter des serveurs LSP derrière, ça marche aussi. Je ne sais pas si c'est assez gros sur l'écran, c'est peut-être un peu juste. Hop, c'est mieux comme ça. Ouais. Hop. De toute façon, promis, je vais faire quelque chose d'assez simple. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est je vais utiliser Python, Typer pour la partie CLI et la partie TUI sera faite avec Textual. J'adorerais faire un deep dive où je vous ferai un live coding, mais on va pas se mentir. Pour une première, je vais vous montrer concrètement le code qui fonctionne. Et je répondrai à toutes les questions, promis, à la fin, et après, je serai dispo. C'est très simple, et c'est très similaire à FastAPI que je vous ai cité tout à l'heure. Typer, on lance une app. Pourquoi une app? Eh bien, tout simplement, hop, évidemment. Non, si je veux pas y aller, moi je sais où elle est. On instancie juste une application Typer. Le fait de l'activer vous permet d'avoir derrière toute l'interprétation des annotations qui vont vous servir. Dans ce cas présent, c'est toutes ces petites annotations ici que vous voyez là, le @appcommande permet de rajouter la première commande. Là, j'ai pas mis d'option dans l'exemple, mais c'est pareil, il y a un app option et vous pouvez enrichir votre CLI de cette façon-là. J'ai mis trois commandes. La dernière que je vais vous montrer en dernier, c'est la partie TUI. Mais généralement, quand vous commencez, avant d'arriver à la TUI, la plupart du temps, vous avez un premier besoin qui va être juste déjà une CLI. Je vais chercher une information, ou en tout cas je mets en forme une information, paf, je l'affiche. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la commande project, qui va se baser derrière sur un certain nombre de petits, alors de librairies, de petits bouts de code que je vous montrerai peut-être si on a le temps, mais qui juste interrogent l'API de GitLab. J'ai monté un projet, j'ai mis quelques issues dedans. L'idée c'est de vous montrer rapidement ce que ça ressort. Donc la méthode ici, getProjectDetail, c'est là où il y a la sauce qui va faire les appels côté GitLab. Et ce qu'il y a à retenir, vous voyez, c'est pas plus simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça, pardon, et pas plus simple, oui, c'est vrai aussi, c'est un beau lapsus. La partie affichage de votre TUI, elle commence avec un objet de textuel qui s'appelle console, qui permet de gérer de manière graphique un petit peu cette console. Et je me contente de faire juste un print de ce que me retourne cette méthode getProjectDetail. GetProjectDetail, outre le fait qu'il appelle l'API, il utilise aussi un objet de textual qui est tout simplement une table. C'est quand même sympa dans un terminal de pouvoir mettre en forme dans une table. Ça représente, désolé pour les grands amateurs de super interfaces web, mais généralement vous consultez des infos, ça rentre dans une table. C'est comme la donnée non structurée, il y a un moment donné, quand vous la visualisez, vous la structurez dans une table. Donc c'est le premier objet que vous allez souvent avoir à manipuler. Il y a pas mal de mises en forme possibles. Il faut savoir que Textual s'inspire directement de tout ce qui est fait dans l'univers CSS
pour essayer de transpiler une forme de CSS qui sera utilisable avec Textual. Donc normalement, quand vous regardez le CSS utilisé par Textual, vous ne devrez pas être trop perdu. Dans mon cas, c'est plutôt ça qui me perd, mais c'est logique, je fais pas assez de CSS à côté. Et puis vous avez des petites informations supplémentaires de tout ce qu'on peut faire dans une dans une table, comme la justification, mettre un petit peu de style de base pour ajouter quelques couleurs, ce genre de choses. Et donc c'est aussi simple que de rajouter des colonnes, et une fois que vous avez les colonnes, vous parsez votre résultat là de l'API, et puis je vais mettre en forme les quelques lignes nécessaires. Pour que ça soit peut-être plein écran, je vais utiliser ça. Hop. Donc ça, c'est un terminal que j'ai installé il y a 2 jours, parce que j'aime bien le côté frisson. Hein. Hop. Ça, c'est pour vous montrer que j'ai fait des tests avant d'arriver quand même. Hop. Et normalement, c'est actif. Donc j'utilise sur mes projets Python. Je vous ai pas demandé qui est développeur. Alors on va commencer par Java, parce que j'ai parlé de Java en premier. On est toujours là, on représente. Et on n'est pas parti, je vous l'annonce. Qui fait plutôt du Python, du coup? Ouais, je peux raconter à peu près ce que je veux sur Python, ouais, festival. Qui est plutôt développeur Go? Ok, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais de toute façon Aurélie elle m'écoute, donc si je dis des bêtises, je me fais tirer. Et développeur Rest, je sais que j'en ai au moins un, voilà, ici j'en avais aperçu. Ok. Sinon, il y a des développeurs plutôt web, du coup, peut-être? Oh la vache, comme je suis mal. Donc vous faites de belles interfaces et moi je vous montre des choses dans un terminal. J'espère que le choc n'est pas trop grand, je m'en excuse par avance. Mais vous comprenez mon désarroi face au CSS, moi qui suis moins dans cet univers-là. C'est forcément le moment où moi je transpire. Donc j'appelle mon... C'est vrai que c'est pas très gros non plus là. J'appelle mon script Python et je lui dis que je veux la commande qu'on a vue tout à l'heure, project. Donc voilà, il fait son petit appel et, au miracle de la technologie et du Wi-Fi qui fonctionne, il est allé interroger mon petit projet sur GitLab et il m'a récupéré quelques informations que j'ai mis dans la table. Donc voilà, le header, je l'ai laissé avec le style par défaut, il met un peu de gras. Et évidemment que c'est pas aussi joli qu'une interface web que vous pouvez mitonner au pixel, mais ça permet quand même de présenter de manière assez concrète et assez propre, en tout cas, des informations. Dans le même genre, je peux vous montrer aussi la deuxième commande qui concerne... Donc dans GitLab, on gère des issues. Je ne sais pas si vous êtes familier avec GitLab, mais en tout cas les issues, il y a une certaine façon d'utiliser les issues qui fait que ça vous fait une espèce de to-do list. Et c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Et clairement, c'est le genre de truc, j'ai pas envie d'aller retourner dans mon Firefox à côté. Je me rappelle plus un bout de détail. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à développer ça, pour rester dans le terminal et avoir les issues en cours qui me concernent. Donc c'est la même chose. On va récupérer par l'API un certain nombre d'informations et on construit une table pas beaucoup plus complexe, si ce n'est même quasi identique que pour le projet, qui va lister chacune des issues qui me sont assignées. Vous allez voir qu'on n'est pas perdu, évidemment. Hop, ça donne ce genre de résultat. Donc là, j'en ai que 2 en cours, il peut y en avoir évidemment beaucoup plus. Maintenant, niveau interaction, ben voilà, j'ai demandé quelque chose, j'ai un retour. C'est une CLI, c'est le principe. On va regarder l'aspect interactif, l'aspect TUI. Hop. Donc c'est la dernière commande. Et là, du coup, c'est là où c'est pas trop mal fait, ça se croise plutôt bien. Vous avez Typer qui va lancer une première application. Et en fait, au sein de Typer, je vais lancer une deuxième application au sens textuel du terme, qui va définir ce qui est dans ma TUI, dans mon application au sens interface. Donc je l'ai mis à côté pour être un peu plus propre. Et de la même façon que vous auriez un FastAPI qui termine à la fin avec un app run, ben là vous lancez le fait que votre application textuelle va tourner. Pour la petite information, j'ai pas fait de démo avec cette partie-là, mais le créateur de Textual, pour savoir s'il est sur la bonne route ou pas, je vous ai dit qu'il cherchait à garder un certain nombre de standards, donc par exemple le CSS. Il allait jusqu'au bout de, j'allais dire presque de la blague, mais ces applications textuelles, par un paramétrage un peu particulier, on peut l'exposer sur un petit site web en fait. Donc ça va rester assez simple, mais on peut retomber sur un navigateur pour certains cas. Si vous avez les 2 besoins, ça reste des besoins relativement simples dans ces cas, mais en tout cas, c'est possible.
Et du coup, je vais diminuer là. Voilà. Toc. On vous fournit un certain nombre d'informations directement accessibles dans Textual, le fait qu'il dérive de la classe app qui est la classe de base de Textual. Vous allez avoir par exemple des bindings qui vont être possibles pour avoir des raccourcis directement, des raccourcis clavier. Si vous avez déjà eu à coder des raccourcis clavier, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. C'est par exemple le bout, quand je parlais de l'écosystème Rust, où ils sont en train de l'incorporer dans Ratatouille. Aujourd'hui, c'était un module vraiment à part, ça fonctionne. Mais en termes d'intégration, c'était moins sympa, et je sais que là, ils sont en train de justement de rajouter directement dans l'application. Ça peut faciliter la vie, et c'est toutes ces briques qui sont en train d'assembler. Donc là, vous fournissez juste les touches que vous voulez binder, vous expliquez l'action que vous voulez effectuer. Donc c'est par convention. Là, le show tab que vous voyez, c'est juste que vous allez voir que l'application qu'on définit, c'est une application avec deux onglets de navigation. Et par convention, la méthode show tab derrière sur le binding va être appelée pour aller sur l'un des deux. J'affiche ce qu'on a mis tout à l'heure dans le projet avec le premier appel de CLI, et dans le deuxième onglet, j'aurai ce qui correspond à ma liste de to-do. On a, et vous allez le voir tout à l'heure, la possibilité d'avoir un thème au sens CSS. Là, j'ai utilisé le thème par défaut. Et toute la partie construction va être dans la méthode compose, où vous allez vraiment assembler les briques que vous allez vouloir utiliser dans l'application. Pour moi, le seul petit manque aujourd'hui de Textual côté Python, ça manque un petit peu d'outils autour du layouting. Ça se fait, mais c'est un peu plus compliqué que sur les autres langages qu'on va voir juste derrière. Mais en tout cas, voilà le principe. Je lui dis que je veux un footer, je lui dis que je veux une zone où je vais avoir deux onglets de navigation, et puis je définis le contenu de chacun des onglets. Et vous allez voir ce qui se passe dedans. Chacun des onglets, ça va correspondre à ce qu'on avait quasiment dans la partie CLI de tout à l'heure. Si je vais voir là. Voilà. Juste, j'ai remplacé la table par une liste view. La liste view comporte des listes items. Jusque-là, aucune surprise dans les concepts. Il n'y a pas de surprise. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, et puis j'ai défini la méthode pour switcher de tab en tab. Il fallait que je garde la trace. Textual vous propose un peu comme un serveur, une session, comme vous auriez une session web. Vous avez une session dans votre application qui va être utilisée pour stocker les informations dont vous auriez besoin. Donc je l'appelle avec ma commande TUI. J'ai mon chrono qui s'est arrêté. Voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai mis en mode plein écran. Vous avez le premier onglet Project où vous retrouvez les informations de tout à l'heure sous forme de liste. Avec la tabulation, je peux me balader dans mon interface. Là, si j'avais envie, par exemple, d'aller, je sais pas, plutôt lister une série de projets et puis de rentrer les détails, évidemment, je pourrais. Je change le contenu de mes onglets. Vous retrouvez tous les concepts que vous auriez sur une interface web. Et puis là, je peux me balader dans mes onglets et vous retrouvez le tableau qu'on avait tout à l'heure. On peut aller un peu plus loin dans la façon de le présenter, mais pour rester simple, j'ai gardé le même type de tableau qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, avec ça, en cadeau de base, vous avez, par le raccourci CTRL-P, déjà un certain nombre de petites commandes qui peuvent vous servir. Moi, ce qui me sert bien, c'est le fait de pouvoir faire directement le screenshot depuis là. Si je veux tester ici le fait qu'il y ait plusieurs thèmes, il y a des thèmes de base, je peux éventuellement enrichir. On peut vraiment changer directement, ça change la volée. Donc, je sais pas si vous avez des préférences, mais en tout cas, voilà, vous pouvez vraiment définir ce que vous voulez. Et si vous ne vous rappelez pas de tous les raccourcis qui sont rajoutés en dessous, je peux switcher entre la to-do et les projets. Donc on va peut-être passer un peu petit en bas de l'écran, en bas à gauche. On peut passer de projet à la to-do list. Et le raccourci qu'on vous donne pas, c'est que c'est un bête CTRL-C pour sortir parce que j'ai pas mis de binding sur échappe ou la touche Q, mais c'est possible aussi. De la même façon qu'il y a le show tab, il y a le exit de l'application qui existe. Voilà pour la partie Python. Toc. Pour la partie Go, donc je vous ai dit que c'était géré avec principalement, alors là j'utilise trois éléments, mais donc il y a BubbleT qui est vraiment le framework de TUI pour Go que j'utilise là. L'import de Bubbles, en fait ça correspond à une librairie de composants supplémentaires en plus de ce qu'il y a dans BubbleT de base. Et pareil, LibGloss, c'est la façon aussi de permettre d'avoir une forme de CSS. C'est pareil, ils ont cherché à conserver un peu les concepts qu'il y avait en CSS, en se disant que les gens qui étaient familiers pourraient continuer d'utiliser les mêmes concepts.
Tac. Donc là, c'est une petite application qui va aller chercher des informations avec l'API de Steam. J'espère qu'il y a 2-3 joueurs. Ça vous parlera peut-être de ce qu'on peut faire avec Steam. Ça va peut-être même un peu trop loin pour la petite histoire. L'API de Steam permet d'avoir un peu trop d'informations pour faire du hacker, du côté social du hacker. Là, c'est pas mal. Donc je récupère juste les informations pour l'API. Je récupère par le biais de cette API les derniers jeux auxquels j'ai joué. Vous essayerez de pas trop rigoler, merci. Et puis pour la partie UI, vous allez retrouver le même type de concept. C'est pareil, ici je vous ai fait une jolie table, j'ai défini les colonnes que je voulais, je lui ai dit de récupérer les différentes lignes qui correspondent à toutes les informations que j'ai extraites avec l'API, et puis après je fais une petite mise en forme, j'affiche le nom de l'application, enfin le nom du jeu, pardon, et puis j'affiche les temps de jeu dans les 2 dernières semaines ou depuis que j'ai le jeu, et après je crée la table directement avec. Je crée un objet table de la même façon, je lui dis que j'utilise tous les éléments colonnes que j'ai définis de manière statique juste avant, je lui fournis les lignes, plus quelques infos de mise en forme. Une fois derrière, on a toute la partie styling, c'est là où on utilise la librairie LibGloss qui va permettre d'agir en termes de couleurs notamment. C'est là où vous allez pouvoir faire plein de manipulations sur l'univers des couleurs. Et c'est avec ça que vous allez appliquer votre style et puis vous lancez votre TUI comme ça. Donc, on va lancer tout ça. Hop. Donc, le code est là, je peux vous faire un go run, mais croyez-moi sur parole, je l'ai compilé pour que ça aille au plus vite. Et donc on a ce genre d'interface. Là j'ai pas mis plus d'infos, mais ça liste. Voilà, j'ai un peu une obsession en ce moment avec Diablo 4, c'est pas grave, je me soigne pas. Non, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Et donc après, juste pour montrer qu'il y avait une interaction, voilà, ça me fait un let's go avec le nom du jeu, pour vous montrer que bien sûr vous pouvez pareil de la même façon continuer d'enrichir, d'avoir un aspect beaucoup plus dynamique. Il y a un peu moins de choses incluses, là j'ai pas la petite palette et les choses comme ça, mais je trouve que globalement la façon de coder est quand même vachement agréable. C'est assez déclaratif dans la façon dont vous allez faire votre application, et pour la peine dans le Bubble Tea, il y a plus d'outils pour faire du layouting, c'est un peu plus sympa de ce côté-là, en tout cas. Après moi je suis moins familier avec Go, donc je m'y perds un peu des fois, mais et de base vous avez, je dis une bêtise, un binding sur la touche Q et la touche échappe pour quitter votre application. Devoir le coder avec textual, j'ai envie de dire, ça devrait être un défaut. On a tous besoin de sortir d'une application, même de VI. Voilà, celle-là. Bisous Yanis. Donc pour Go, je vous ai pas mis beaucoup plus de code, je vous ai mis une deuxième application plus intéressante parce que, alors celle-là, je ne l'ai pas du tout codée, je l'ai récupérée, c'est un des exemples que vous allez pouvoir trouver et récupérer, qui est beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de particulier ? C'est sur le layouting, donc c'est pas là évidemment. Ça y est, je l'ai perdu, je vais le retrouver. Toujours chanter. Quand vous êtes perdu, chanter, ça fait toujours plaisir à quelqu'un. Merci Virginie. Non, mais c'est pas grave, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça sera plus simple que tout un blabla inutile. Et on commence à se rapprocher, quand je vous ai montré Canefes. Évidemment, je ne l'ai pas compilé, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été un peu violent quand j'ai fait ma compile ce matin, je t'ai pas réveillé. Ça vous permet en TUI d'avoir un suivi. Il y a une librairie Go qui permet d'avoir les statistiques de votre système sans avoir trop d'impact et de faire un petit monitoring qui peut rester dans une petite fenêtre de terminal si vous êtes en train de suivre quelque chose. Et encore une fois, voilà, c'est typique du genre d'outil. Rapidement, vous voulez les informations, savoir dans quel état se trouve votre serveur. Oui, on peut tous faire des commandes PS, top, htop. Il y a pas mal de htop qui est aussi une TUI au passage. Mais voilà, c'est le genre d'outil. Si vous avez un besoin un petit peu particulier, il y a une 60aine de lignes de code pour faire ça. Donc vous pouvez vraiment, sans passer trop de temps, avoir l'outil qui correspond à votre besoin particulier. De toute façon, c'est toujours l'équilibre entre prendre une application écrite par quelqu'un d'autre ou écrire la sienne. Il y a un moment, il faut rester humble et prendre celle que d'autres ont fait pour vous, et peut-être mieux faite parfois. Ça peut arriver évidemment. Voilà. Si un orga peut me dire combien de temps il reste, je suis un peu perdu sur le timing, ma montre s'est arrêtée. Bon, mais ça va aller, on est bien. On est bien parce que je ne vous ai pas menti. J'ai dit que j'allais montrer ce qui se passait côté Rust. J'ai pas dit que j'allais maîtriser ce qui se passait côté Rust.
Jusque-là, ça part pas trop mal. Le main n'est pas trop complexe. Je voulais quand même vous montrer la partie dépendance. C'est le seul minuscule bémol, mais après je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça va peut-être plus parler, ça correspond peut-être plus à la philosophie de l'écosystème Rust. Ça fait vite beaucoup de librairies et de dépendances à rajouter. Là, l'application est pas trop complexe, ça va. Mais par exemple, le fait d'être obligé d'importer Crossterm avec Ratatouille, alors que Ratatouille gère de la TUI sur un terminal et Crossterm ne fait que l'interface avec la couche dessous, je pense que en plus de l'utiliser, il pourrait le masquer. Enfin bref, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est pas grave, ça fonctionne hyper bien. Pour la peine Crossterm, j'ai vu des super applications, notamment de Bastion SSH qui marchent du feu. Là, pour la peine, je m'incline sur le côté de toute façon compiler performance de Rust. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le bon outil. Si vous avez vraiment ce besoin-là, je pense que c'est là que vous pouvez les gratter. Après, vous pouvez compiler la partie importante pour vous en Rust et l'appeler avec Python si c'est plus facile. Ça marche super bien aussi. J'aime mixer tous les mondes, c'est pas nouveau. C'est fait pour, autant en profiter. Et du coup, voilà, par rapport aux autres, c'est quasi aussi simple. Il faut juste initialiser la partie qui va représenter le cross-term. Donc c'est là où c'est un petit peu fourbe, c'est que vous allez passer par Ratatouille, mais en fait derrière vous manipulez un objet cross-term, ça fonctionne super, et vous lancez l'application, application qui est définie exactement comme tous les concepts qu'on a vus tout à l'heure ici, voilà, toc. Donc ici je me suis contenté d'aller chercher une application qui fait des petites citations. Et pour la partie interface, vous allez retrouver le même système. Et là, par contre, le layouting est vraiment d'origine et il est super bien fait, il est super performant. Vous allez tout de suite définir... je suis en train de chercher quel aspect du peu que j'ai fait en développement web, ça me rappelle, ce genre de layouting. Peut-être quand je faisais du React, je sais plus. Ça me parle en fait, en tout cas de cette façon de découper l'espace de travail. Vous allez trouver tout ce qui est relatif. Vous allez pouvoir faire des pourcentages. Si vous voulez partie fixe, vous allez partie fixe. Et j'apprécie beaucoup de l'avoir tout de suite de base dans Ratatouille parce qu'au moins vous ne posez pas la question. Vous posez votre layout, vous mettez les éléments dans votre layout et ça bouge plus. Vous retrouvez des blocs de texte. Vous avez une classe particulière pour gérer des paragraphes. Vous allez trouver la capacité à lui rajouter un titre, mettre un peu de styling. C'est sur cet objet que vous allez avoir ce genre d'infos. Je vous ai pas refait le coup de faire une table. Évidemment qu'il y a des objets tables aussi dans Ratatouille. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. Tac, tac, tac. Comment je l'ai appelé? Je ne sais plus. Au passage, les petites icônes, je vous conseille, c'est un utilitaire génial qui s'appelle LSD, qui peut remplacer LS avec des petites icônes dans le terminal. Je trouve ça très chouette. Bon, pas sur ce terminal que j'ai installé il y a 3 jours et que j'ai pas réglé, évidemment. Vous voyez assez quand même, hein, j'espère depuis tout à l'heure. J'espère que ça vous a pas gâché. Hop. Et voilà, donc ça donne ce genre d'interface. Voilà. It is ignorance that causes most mistakes. Voilà, sûrement. Je sais pas si c'est Truman qui l'a dit pour de vrai. Donc vous retrouvez les mêmes concepts. Là où par contre, pas avec cette application-là, mais j'en ai essayé pas mal d'autres. Dans le repository de Ratatouille, il y a vraiment plein d'exemples, beaucoup plus avancés. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est la réactivité du truc. C'est vraiment là par contre... dans l'ordre de la réactivité, je mets Rust en premier avec Ratatouille. Vous avez Bubble Tea... qui est quand même devant, je pense, textuel avec Python, c'est un peu inévitable, je pense. Mais si vous avez vraiment besoin de perf, je pense qu'aujourd'hui, allez-y à fond, côté Rust et Ratatouille. Si vous avez déjà des compétences en Rust, je pense que c'est vraiment le bon outil. Voilà. Et sur ce, on va essayer de conclure et de laisser un peu de place s'il y a quelques questions. Tac. Donc, je vous remercie déjà, ça c'est pour votre attention. Le petit QR code qui est tout en bas, vous allez pouvoir récupérer les slides où se trouve l'accès au repository si vous voulez aller voir les exemples. Vous avez le nom de tous les outils avec les liens avec tous les outils, vous allez tout retrouver. Mais vraiment un immense merci aux orgas du DevFest Dijon. Je suis ravi d'être venu pour la première fois au DevFest Dijon. Super bien reçu. Hier, c'était super sympa comme accueil, c'était vraiment gentil. Et puis,
l'inévitable petit lien open feedback, parce que ça va me servir à savoir tout ce que j'ai raté. Je peux vous dire que déjà dans ma tête, je sais déjà les trucs que je veux changer. Alors peut-être que vous allez aussi avoir des idées. Je suis preneur de toute forme de feedback du moment que ça me permet d'améliorer tout ça. Et je reviens juste après sur la slide, pas de panique. Je vais juste vous dire que c'était le moment des questions et qu'il faut vraiment que j'arrête d'utiliser les IA, c'est pas bien. Donc c'est les questions. Ne vous gênez pas, ne soyez pas timide. Et si je sais pas répondre, je vous dirai que je sais pas répondre. Oui. Et je répéterai les questions pour la captation, pas de problème. Alors, pour l'accessibilité, est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues dans les différents frameworks? Pour textual, j'ai envie de dire en partie. Il y a un peu un travail sur, notamment, dans les palettes de couleurs. D'être capable d'avoir des palettes de couleurs qui s'adaptent à différents cas, des différentes spécificités. Je pense pas que ça aille beaucoup plus loin. Sur la gestion des bindings du clavier, je crois qu'il y a un début de quelque chose, c'est pareil, c'est pas prêt pour s'interfacer avec d'autres périphériques d'entrée-sortie qui peuvent être nécessaires dans certaines situations de handicap particulières. Pour Bubble Tea, il me semble avoir vu pareil pour tout ce qui est l'aspect colorimétrie. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà toutes prêtes dedans. Et j'ai rien vu d'autre sur le binding. Est-ce qu'il y aurait des sujets en particulier que tu verrais sur l'accessibilité? Non, c'était au sens général. Et Ratatouille, aucune idée. Et je pense que ils en sont pas à cette étape-là. Mais je vois pas pourquoi ils pourraient pas se pencher. Ils ont les mêmes mécaniques de gérer le styling de manière propre à côté. Donc il y a aucune raison qu'il n'y ait pas quelque chose de faisable. Peut-être que c'est pas embarqué dans le framework, mais je vois pas ce qui. Alors après, peut-être qu'en termes d'accessibilité, le terminal est peut-être pas le bon outil. Ça, je sais pas. Je sais que par exemple, là, si je vous ai montré, je vous dis tout à l'heure que j'avais installé un nouveau terminal. C'est pas que de la coquetterie, de la geekerie si je change de terminal. Je me fais pas tout jeune et il y a des fois des polices de caractère où j'ai plus de mal. Donc entre la police de caractère, le fait qu'elle soit bien rendue, notamment les ligatures, là du coup c'est pas votre application, hein, c'est le choix du terminal que j'utilise derrière. Mais ouais, ça peut peut-être faire le jeu. C'est peut-être pas un sujet majeur malheureusement. C'est pas comme le monde du web où je sais que c'est quand même une préoccupation. Maintenant, on a plein d'outils. Il y a quand même des choses qui permettent de mesurer si on va dans la bonne direction. Là, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose aujourd'hui. Mais c'est une bonne remarque. D'autres questions? Oui? Les cas d'usage? Oui, bien sûr. Alors les cas d'usage, j'ai déjà cité le fait, par exemple, moi, Canefest, c'est un truc que j'utilise plusieurs fois par jour parce que j'ai pas forcément la bonne mémoire, ou en tout cas j'ai envie d'avoir une vue de synthèse de ce qui se passe quand je suis en train de bosser sur un cluster cube. Notamment en ce moment, je fais pas mal de choses avec quelque chose qui s'appelle Coder, qui permet d'avoir un Cloud Development Environment. Donc j'ai pas mal de choses qui pop. J'ai besoin de savoir si mes environnements sont bien taillés, donc j'ai besoin de surveiller tout ça. Mais j'ai besoin de le faire juste parce que je suis en train de le mettre au point. J'ai pas besoin de monter tout de suite le Prometheus pour avoir un suivi dans le temps. Donc j'ai tendance à utiliser ça. Je l'ai pas montré, mais chez Charm, il y a un très bon outil qui permet de regarder votre config SSH sur votre machine, savoir tous les hosts que vous avez paramétrés, qui vous permet de piloter très facilement les accès à différents points en SSH, qui peut se mettre en mode serveur sur une machine, en mode bastion. Ça m'arrive. Posting, que j'utilise pas mal quand je fais de l'API. Ça me permet de définir, entre guillemets, mes premiers jeux de test. Je les mets d'abord dans Posting SH. Je sais quels appels d'API je vais vouloir d'abord remplir. Après, je vais écrire mes tests unitaires autrement, mais voilà, ça peut être aussi un cas. Qu'est-ce que j'ai rencontré d'autre? J'ai un petit player musical, mais honnêtement, je peux aussi mettre dans un onglet Deezer, ça marche bien aussi. Voilà, moi c'est ce genre de choses. Et je dirais que c'est plus les cas où il y a des cas où vous n'avez pas le choix. Quand vraiment vous avez une connexion SSH, mais que quand même, si vous avez le choix entre lancer 5-6 commandes et faire vous-même la synthèse, et puis il y a un outil en TUI qui va vous faire... Moi c'est ce côté synthèse, souvent c'est le côté synthèse qui va m'intéresser. Voilà. Après chacun voit midi à sa porte. Hein. D'autres questions? Non. Eh ben, j'espère que vous allez pouvoir vous-même tenter des choses. Si d'autres questions viennent, je suis pas tout à fait parti encore. N'hésitez pas à m'intercepter. Merci beaucoup.